Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la multiplication des accidents mortels sur la route nationale au Cameroun révèle au goût du jour la gestion calamiteuse du transport interurbain placé sur le banc des accusés. Des chauffeurs de bus se confessent sur les conditions de travail intenables dans les agences de voyage entre les heures insuffisantes de repos, la modicité du salaire et la formation inadéquate en conduite automobile. C'est une immersion ce soir dans l'enfer des conducteurs sur les routes accidentogènes du Cameroun. Des défenseurs de la nature tirent la sonnette d'alarme sur des menaces environnementales dans la sous-région Afrique centrale. Le braconnage des éléphants et la déforestation détruisent les écosystèmes. Incapables de lutter contre ces fléaux, les pays d'Afrique centrale viennent de bénéficier d'un appui important financier de la part de l'Union européenne. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils ont fait un sitting ce matin à l'entrée du centre hospitalier universitaire de Yaoundé pour réclamer des explications sur la disparition de leur bébé Noah. Ses parents contestent toujours la version officielle sur le décès de leur enfant et l'un de leurs soutiens et initiateurs de ce sitting, Mbambok Matip, a été interpellé par la police. Des précisions avec Joël Essenge et Marcelin Gansop. Le jour s'est levé avec la présence de Noah, Bikele Thérèse et Alima Emmanuel à l'entrée du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Nous sommes là pour que vérité soit faite. On veut notre bébé. Vraiment, on veut notre bébé. Rien ne prouve que notre bébé est décédé. Bébé Noah, né à Yaoundé le 23 juin 2017, est placé dans une couveuse. Une dépouille leur a été remise il y a quelque temps. Une dépouille qui a été rejetée par la famille. Depuis lors, c'est dans le silence total, aussi bien au niveau du centre hospitalier universitaire de Yaoundé qu'au niveau des institutions judiciaires qui ont été saisies pour voir clair dans cette affaire. À la DRPJ, aujourd'hui pratiquement un mois. Les auditions ne sont pas encore finies. Alors là, la Ligue, pour accélérer le processus, a prévu ce sitting. La banderole qui a été déchirée par la police avec une brutalité que nous avons voulu résister à la banderole. Elle interpellait la population camerounaise, des âmes de bonne foi, s'associent à nous pour que notre bébé nous soit remis. Mbambok Matip, qui les accompagne dans le cadre de la recherche de la vérité, aurait pu être là, malheureusement. Il a été interpellé par la police, lui qui défend les intérêts des personnes défavorisées. Noah, Bikele Thérèse et Alima Emmanuel sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils entendent poursuivre ce sitting jusqu'à ce que leur bébé leur soit remis. Parce que moi je parle au CHU où j'ai remis mon bébé. Ils n'aménagent rien, ils sont gardement. Et puis voilà, nous sommes là, ma femme et moi. Mbombo, le président de la Ligue, est séquestré. Actuellement, il est en cellule. Mais nous sommes là, qu'il pleuve, qu'il neige. Autant de temps qu'on va passer là. Ici, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Joël Essenge, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et précisons que le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées, initiateur et soutien de cette famille dans le cadre de ce sitting, a été finalement libéré en début de soirée. L'impact socio-environnemental d'un grand barrage hydroélectrique suscite déjà les réticences des populations de Diban dans le Nyong-Ekele. Le gouverneur du centre a pu s'en rendre compte lors d'une descente d'une commission d'évaluation de mise en œuvre du barrage hydroélectrique de Grand Téouin sur le fleuve Sanaga. Les promesses du gouvernement peinent à rassurer les populations riveraines. Élisée Bogba et Guy Zogo.
comme Lompangar, Memvele ou encore Mekin, Diban, un arrondissement du département du Nyong et Kélé, situé à quelques kilomètres de Yaoundé, attend son barrage du Grand Eweng. Pour fixer les populations sur ce projet, le gouverneur du centre a procédé au lancement de la commission régionale de constat et d'évaluation. Cette commission est venue plutôt pour constater tout ça et rendre copie, pour permettre à ce que l'État décide en connaissance de cause. On ne peut pas ne pas faire un constat et dire qu'on va donc faire un projet. Donc c'est pour rendre le constat de notre mission. Et nous pensons que ces populations qui veulent le projet sont déjà avec nous, avec l'État, et ils attendent donc ce qui va se passer dans les prochains jours sur le terrain. L'entreprise Hydromine, maître d'ouvrage de cet investissement, souligne l'importance de ce projet pour le Cameroun et indique que les financements sont disponibles. Le projet devrait être d'un coût total de 3 milliards de dollars environ, ce qui en fait de très loin le plus gros projet de l'histoire du Cameroun. Ces 3 milliards de dollars, pour faire ça, il faut bien sûr plus qu'Hydromine. Il faut une sorte, je dirais, de club ou de partenaires. Et pour cela, Hydromine est en train de finaliser des négociations avec les plus importantes sociétés mondiales dans le domaine des barrages. Présentes en nombre, les populations de Diban soulèvent néanmoins des préoccupations relatives à la destruction des villages et aux indemnisations. Nous ne sommes pas d'accord jusqu'à présent, puisqu'on ne connaît pas réellement ce qui va se passer. On attend la vérité. On ne veut pas de promesses fallacieuses. Pour le développement. Nous sommes... Oh là là, le développement est pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'être développé. Mais il faut quand même des garanties. Prévu pour démarrer en 2020, la construction du barrage du Grand Eweng sur le fleuve Sanaga, d'une capacité de 1800 MW, devrait contribuer à terme à combler le déficit énergétique du Cameroun. Après la série noire d'accidents mortels enregistrés sur les routes nationales au Cameroun, des conducteurs de bus sont les premières personnes placées sur le banc des accusés. Et je vous le disais en titre, ils ont décidé d'ouvrir la boîte de Pandore sur les conditions de travail dans les agences de transport interurbains. Les heures de repos ont été réduites pour privilégier la multiplication des voyages interurbains. Malgré cette augmentation de la charge de travail, les conditions salariales sont désastreuses et l'épineuse question relative à la formation en conduite automobile se pose avec acuité. Reportage Faral Bounia, Mitterrandam et Donald Anouzwa. L'utilisation abusive du personnel chauffeur par les employeurs est l'une des principales causes des accidents de la circulation enregistrés sur les axes routiers. Il y a d'abord l'utilisation abusive des chauffeurs, c'est-à-dire que le travail, au lieu de 8 heures comme prévoit le code de travail au Cameroun, on travaille plus qu'il n'en fallait. C'est-à-dire que vous trouvez un gars pratiquement en train de faire 16 heures au travail, voire 20 heures. L'inexistence d'une sécurité sociale conséquente et la non-application de la convention collective du secteur des transports terrestres, clochardise de chauffeurs, qui se voient rémunérés sur la base d'un contrat lyonnais. Le minimum, c'est 120. Ça veut dire que ça part de 120 000 en montant. Bon, je pense que vu les dépenses et tout ce qui se passe, bon, il se bat. Mais il faudrait d'abord qu'on améliore d'abord les conditions de route pour qu'on puisse être en sécurité. Les organisations syndicales envisagent mettre de l'ordre dans le secteur. Extrait. Je suis en train de mettre sur pied un projet, un comité qui va nous permettre de dégager bon nombre des problèmes qui minent le secteur. Donc nous allons être l'interface plein maintenant avec les travailleurs, les patrons et les différents ministères qui interviennent dans la chaîne dans le maillon du transport. En attendant la mise en place de toutes ces réformes, le chauffeur, sur instruction de son employeur, prendra toujours la route, même en état d'ébriété. Sur la route nationale numéro 3, c'est un véritable calvaire pour les transporteurs interurbains, mais aussi des automobilistes et voyageurs. Cette route expose les Camerounais et ceux qui la fréquentent au risque élevé d'accidents mortels. Pour quelles raisons? Élément de réponse dans ce reportage de Faral Bounia, Mitterrandam et Donald Anouzwa. L'excès de vitesse est certes à l'origine des morts sur la nationale numéro 3.
À cela s'ajoute l'étroitesse de cet axe routier construit il y a plus de 3 décennies. Non, la rue est très petite. La rue est petite parce qu'il y a trop de circulation sur l'axe lourd là. Les usagers relèvent aussi d'autres facteurs qui classent l'axe lourd Douala-Yaoundé au rang de grande faucheuse. On a tellement de difficultés dans la conduite. Il va falloir que tu sois vraiment patient. Je peux même employer le mot chance. Parce que parfois on roule comme ça, on ne sait pas où on va. Tu roules, tu arrives quelque part, tu tombes dans le trou. Tu roules, tu arrives quelque part, une voiture qui vient en face de toi, il se retrouve de ton côté parce que la route est glissante, la route, le goudron n'est pas normal, c'est accidenté. Le mauvais stationnement fait aussi partie des pièges répertoriés sur cet axe qui relie la capitale politique au poumon économique du pays qu'est Douala. Tu ne peux pas quitter de Douala pour Yaoundé sans trouver au moins 40 camions en panne en route. Et c'est mal stationné. Longue de 243 km, la nationale numéro 3 ploie aussi sous le coup d'un énorme trafic allant de l'intérieur du pays vers la République centrafricaine et le Tchad. Parlons toujours des infrastructures pour noter que les travaux de construction d'un pont sur le Tongo-Bassa à Aquanor affichent un taux de réalisation de 50%. Les travaux sur l'ouvrage débutés en mi-novembre 2016 pour un délai d'1 an sont réalisés déjà à 95% à ce jour. L'infrastructure a reçu la visite des autorités de la ville de Douala et du maître d'ouvrage. Le génie militaire a expliqué les spécificités de ce pont qui vont mettre un terme aux inondations à Bagna et Aquanor sur le pont, le fleuve Tongo-Bassa, un ouvrage construit déjà à environ 95% selon un pointage effectué par les autorités administratives de la ville de Douala. Et je vous propose à présent de suivre les explications du colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire. Le principal de cette descente était le coulage du tablier du pont sur le Tongo-Bassa, qui est un pont de 42 mètres, réalisé sur 26 pieux. Précisant ici que les pieux ont été fondés en moyenne à 25 mètres de profondeur. Il était question pour le délégué du gouvernement qui conduit la descente aujourd'hui de voir l'effectivité de la réalisation de ce tablier, car le coulage du tablier finira ce jour aux environs de 21 heures certainement. Et cela permettra d'y déterminer la structure du pont et il ne restera que la superstructure. Le taux d'avancement pour la structure du pont est d'environ 75%. Et il faudrait dire que pour l'ensemble du projet, le pont à lui seul représente 50% de l'ensemble de ce projet. Donc s'il est réalisé il y a 75%, vous comprenez que le projet est suffisamment avancé. Le taux d'avancement est d'environ 65%, le taux d'avancement général de ce projet. Disons, le projet n'est pas certainement terminé, mais une des difficultés, c'est certes les pluies. Et bien évidemment, les difficultés liées au type de sol que connaît la ville de Douala. Et lorsqu'on parle des types de sol ici, il faudrait voir le sol suffisamment meuble, que nous connaissons bien évidemment la pluie et puis les écarts qui existent entre les zones de production. Parce que lorsqu'une zone de production est située après Ndokouti ou bien au-delà du pont, il est assez difficile d'approvisionner le chantier avec les différents matériaux. Les clés de la lutte anticorruption sont l'amélioration des performances managériales au sein des entreprises publiques et privées. Des normes internationales en la matière ont été présentées aux opérateurs économiques à Yaoundé afin de leur permettre de bénéficier d'importants financements pour développer leur activité entrepreneuriale. Des précisions avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. La loi seule ne suffit plus à réduire à sa plus simple expression la corruption, véritable gangrène qui résiste aux réformes entreprises jusqu'ici en matière d'assainissement de la morale et de la préservation de la fortune publique.
La norme ISO 37001 est le nouveau levier sur lequel il faut agir afin d'instaurer un système de management anticorruption dont la mise en œuvre devrait déboucher sur la certification des entités publiques et privées. Cette nouvelle norme donne désormais aux organisations la possibilité de se démarquer. Se démarquer comment? Être sûr que ces entreprises ont mis en place ou bien se sont engagées dans la démarche pour la lutte anticorruption. La norme internationale ISO 37001 a été publiée en 2016 pour aider les organismes à mettre en œuvre des mesures raisonnables et proportionnées afin de lutter efficacement contre la corruption. Ce n'est pas une mince affaire lorsqu'on sait que ce fléau est quasiment ancré dans les habitudes. Dans la définition qui a été celle de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, nous avons le principe précis. Et dans le principe précis, on verra au niveau de chaque secteur où est-ce qu'on a évolué et où est-ce qu'on n'a pas évolué. Et en fonction de cela, il y aura des appréciations et on pourra mettre donc un accent particulier sur des endroits où on se rend compte que la corruption est encore forte à ce niveau-là. Et alors, il faudrait mettre l'accent sur ces secteurs. À la CONAC comme à la Nord, l'on croit dur comme fer que la norme ISO 37001 n'est pas une initiative de trop et que son appropriation par les acteurs devrait améliorer la performance des entreprises publiques et privées ici représentées. Et cette reconnaissance ne sera pas virtuelle. Elle va s'accompagner par un certificat de conformité à la norme ISO 37001, exactement comme nous délivrons des certificats de conformité aux produits, tant fabriqués localement ou importés, qui sont de bonne qualité. Ainsi certifiés, les entreprises publiques et privées qui se seront mises au pas pourraient alors bénéficier de plus de visibilité et de crédibilité dans la mobilisation des ressources nécessaires au développement de leurs activités. Des défenseurs de la nature tirent la sonnette d'alarme sur les risques d'extinction des éléphants au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. En 8 ans, 66% des pachydermes ont été décimés pour nourrir un trafic illégal de l'ivoire. Le braconnage prend de l'ampleur malgré l'existence des zones protégées pour certaines espèces animales. Leur disparition entraînerait à coup sûr un dérèglement des écosystèmes dans la sous-région Afrique centrale. Séverin Tchouban et Julienne Berthe-Bissaye. Les inventaires phoniques réalisés par la World Wildlife Fund dans 4 pays d'Afrique centrale révèlent que les populations d'éléphants de forêt connaissent une baisse d'environ 66% sur 8 ans sur une superficie de près de 6 millions d'hectares. Les zones forestières du bassin du Congo, caractérisées par une biodiversité remarquable, sont affectées par des problèmes majeurs tels que le braconnage transfrontalier du Gabon vers le Cameroun, l'orpaillage illégal dans la localité de Bobandida et la transhumance entre le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad et la République démocratique du Congo. Ces inventaires, réalisés dans les aires protégées et les zones périphériques telles que les concessions forestières et zones de chasse, sont particulièrement alarmants au Cameroun, dans les localités de Dia, Odzala et Minkebe, où le nombre d'éléphants a diminué de plus de 70% en moins de 10 ans. Les responsables pensent que la tendance peut être inversée en partie si les décideurs mettent sur pied des stratégies de gestion de la faune pour lutter contre la criminalité faunique. Spécifiquement pour le Cameroun, après avoir fait les différents rapports et lorsqu'on a vu la situation alarmante, on a organisé un atelier de restitution de ces résultats à Mbalmayo, où la DFAP était représentée, et à partir de là, il y a eu un communiqué final qui a permis, n'est-ce pas, de mettre en place certaines dispositions pour essayer de juguler, n'est-ce pas, ce fléau. La mobilisation de tous est nécessaire, impliquant les communautés locales. Donc, dans les stratégies de conservation actuelles, il y a des communautés locales qui sont impliquées. Elles prennent une part importante. Et donc, nous y travaillons, mais le VVF seul n'est pas l'institution, n'est-ce pas, habilitée à le faire. C'est d'abord le gouvernement, comme je l'avais dit. C'est l'État de chaque pays.
Vous l'avez vu, les écosystèmes restent menacés dans la sous-région Afrique centrale à cause des actions insuffisantes, mais surtout l'absence de financement conséquent. La Commission des forêts d'Afrique centrale vient de recevoir un important financement de l'Union européenne pour lutter contre le braconnage et la déforestation. La quote-part du Cameroun s'élève à 10 milliards de francs CFA. En religion, après plusieurs jours passés en Terre Sainte, en Israël, les fidèles catholiques sont venus remercier Dieu à la paroisse Saint-Jérôme ici à Douala. Et au cours de la messe d'action de grâce, l'archevêque métropolitain de Douala a interpellé les fidèles catholiques sur la nécessité de toujours prier afin de glorifier le Seigneur. Des précisions avec Julien Berthe-Bissaille et Warren Zede. Une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu après 17 jours de pèlerinage en Terre Sainte. Ce voyage a fortifié ma foi, vraiment. Je pense que tout chrétien devrait faire ce voyage. J'étais très émue d'aller aux différents endroits où Jésus avait vécu. Quand on a été sur la tombe de Jésus et à l'endroit où il allait puiser de l'eau avec sa mère, nous étions très émus. Une retraite spirituelle dont le but principal était la rencontre avec le Christ. Le but d'abord d'un pèlerinage, c'est d'aller prier dans le pays de Jésus. D'abord ça, c'est une retraite qu'on organise, c'est-à-dire donc le but d'un pèlerinage, c'est d'aller prier, d'aller rencontrer Jésus. Ici, l'occasion est vraiment propice. Pourquoi? Parce que ces pèlerinages se fait dans le pays de Jésus, en Terre Sainte, donc en Israël. Et là, on voit vous marcher sur les pas de Jésus. Vous visitez ce qu'on appelle les lieux saints. C'est là où le Christ a accompli les plus grands mystères de notre salut. Et nous nous rendons là-bas et nous prions. Donc, je dirais que c'est un privilège interne, c'est un privilège énorme. Dans son sermon, Monseigneur Cléda, archevêque métropolitain de Douala, et par ailleurs président de la Conférence nationale épiscopale du Cameroun, invite les fidèles à veiller et prier afin de ne pas être surpris le jour de l'avènement du Christ. Une expérience que les pèlerins ne sont pas loin d'oublier. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai visité plus d'endroits que la dernière fois. J'ai commencé par le pays où a vécu Abraham, notre père dans la foi. Nous sommes descendus, pas du désert, nous sommes descendus de là où Jésus a vécu lui-même. Nous sommes partis de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce qui fait qu'actuellement, lorsqu'on fait la messe, lorsque je lis ma Bible, quand je la lis, je vis la scène. Je me représente la scène. Je me dis, j'ai été à cet endroit, j'essaie de voir. J'essaie de voir comment cela s'est passé. Et ça me fortifie davantage. Nous avons parcouru tous les lieux saints d'Israël. Nous étions jusqu'au nord de l'Israël, au parti du Golan. Au nord, à l'extrême nord du monde. C'est une grâce particulière d'écrire en parlant à personne, d'écrire et de vivre le 5e épisode. Il y a des choses innombrables à dire là-dessus qu'une interview ne suffira pas pour eux. En chœur, ils exaltent le Très-Haut avec des présents. Dans l'escale internationale, le secrétaire général des Nations Unies en visite en République centrafricaine a appelé les forces vives à une réconciliation nationale et à plus de justice sociale. Il a promis également le renforcement des forces onusiennes sur le terrain. On fait le point avec Julingue Nyonde. Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au cours du deuxième jour de sa visite officielle en République centrafricaine à Bangassou, dans le sud-est du pays. Cette ville fluviale est en proie depuis le mois de mai dernier à des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de déplacés et de nombreux morts, donc 9 casques bleus. Après avoir déposé une gerbe de fleurs en mémoire des casques bleus tués, en
Antonio Guterres a appelé à un renforcement des capacités militaires de la MINUSCA. J'ai demandé au Conseil de sécurité un renforcement de cette force et aussi qu'on est en train de discuter avec les différents pays la possibilité d'un renforcement des capacités opérationnelles et des équipements des différentes unités qui sont en Centrafrique pour garantir non seulement qu'elles puissent se protéger mieux, mais qu'elles puissent protéger mieux le peuple centrafricain. Au cours de sa visite à Bangassou, le secrétaire général des Nations Unies s'est également entretenu avec les autorités locales et les populations. Nous allons vécu quelque chose que depuis dans nos ancêtres, on n'a pas vécu quelque chose comme ça. Nous, les femmes de Boumou, précisément à Bangassou, nous souffrons par rapport à la crise, par rapport aux groupes armés. Notre activité est boycottée. Nous voulons la paix. Plusieurs milliers de personnes de confession musulmane menacées par des milices d'autodéfense locales ont trouvé refuge dans l'évêché depuis le mois de mai dernier sous la protection des casques bleus. Ici on voit le paradis, le ver du paradis. Il ne faut pas que ce soit les hommes à faire du paradis un enfer. Il faut que ce paradis puisse être profité pour tout le monde. Et pour ça, il faut vraiment que cette réconciliation que vous avez demandée puisse être une réalité. Depuis son arrivée en République centrafricaine, pour une durée de 4 jours, Antonio Guterres insiste sur l'importance du dialogue, de la justice et de la réconciliation nationale. L'évangile de la normalisation du football camerounais divise les acteurs sportifs entre le limogeage de l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT, les nominations dans les commissions ad hoc et le retour des exécutifs de 2009 dans la Ligue régionale. Le bilan presque à mi-parcours du comité de normalisation apparaît alors mitigé selon certains observateurs avertis du football camerounais. Ils s'expriment dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Ike Cyril. Le dernier fait d'armes du comité de normalisation de la FECAFOOT, qui a nommé une commission ad hoc chargée du football féminin, est diversement apprécié par les acteurs du football. D'abord, ceux qui sont pour. Il a d'abord annulé certaines commissions et il a annulé de nouvelles personnes. Pour ça, nous avons tous apprécié cela, nous les acteurs du football. Vous savez que c'est Mme Eko-Céline qui a détruit le football féminin. En écartant les clubs, vous vous rappelez, elle a cassé la dynamique qu'il y avait au niveau du football féminin. Et peut-être que le président a pensé qu'il fallait qu'elle vienne arranger cela. Ensuite, ceux qui sont contre. Il est rentré dans les commissions. Malheureusement, il a fait beaucoup de gaffes et de pagailles dans les commissions. Par exemple, il s'est mêlé les pédales dans certaines commissions qui sont contenues dans les statuts de 2015 qui sont supposés avoir été annulés par la Chambre de conciliation d'arbitrage. Alors, comment peut-il faire, n'est-ce pas, cette danse mafia dans des statuts? Or, les commissions sont une prérogative exclusive de l'Assemblée générale. Avant le football féminin, le comité de normalisation avait déjà limogé le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Celui qu'il avait nommé, qu'il avait pris au boulot, était mal élu et l'élection était annulée. Donc, honnêtement, il devait quitter avant qu'on ne lui dise de partir. Comme l'ancien secrétaire général, le sort des autres employés recrutés par Tombi Aroko Sidiki est aussi incertain. Il a demandé tous ces derniers temps que chaque employé lui dise à quel moment il a été recruté. Pas tout ce que M. Tombi a resté faire, c'est de nul et de nul épais. Ça, c'est la logique, même le championnat. Honnêtement, si on est sérieux, tout ce qu'il a eu pendant son règne, on devait tout mettre à l'écart. Mais dans le camp des contradicteurs, on estime que le comité de normalisation outrepasse ses missions. Aujourd'hui, il parle de revoir les salaires. Ce n'est pas de sa responsabilité, les salaires, parce que le salaire est une négociation entre l'employé et le patron, ou bien le patronat, ou bien l'employeur. Monsieur Api n'est pas l'employeur en ce moment, il est de passage. Sur les exécutifs qui devront siéger à la FECAFOOT, le comité de normalisation a fait appel à 2009, mais uniquement dans les régions et les départements. Sur le plan départemental 2009, sur le plan régional 2009, mais lui il trône
alors qu'il y a un comité de normalisation. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf à penser qu'il y a un agenda caché, sauf à penser aussi qu'il veut installer les comités d'exécutif des mineurs sur le plan départemental et régional, parce qu'il veut leur donner l'occasion de mieux fournir les armes afin que demain ou après-demain, qu'eux-mêmes, ils se préparent à une réélection, à leur propre réélection. Nonobstant ces critiques, ceux qui soutiennent Maître Api pensent qu'il est sur la bonne voie. Je crois que le président Api, il faut seulement que Dieu lui accorde santé, longévité et lui donne les postes, il va assainir cette fédération Cameroun Football. Installé depuis 2 mois, le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football a posé des actes diversement appréciés par les acteurs du football. Encore 4 mois et son mandat arrivera à expiration. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée ce soir par Flavien Dongo. Bonne soirée sur cette même antenne. Et cela permettra d'y déterminer la structure du pont, et il ne restera que la superstructure. Le taux d'avancement pour la structure du pont est d'environ 75%. Et il faudrait dire que pour l'ensemble du projet, le pont à lui seul représente 50% de l'ensemble de ce projet. Donc s'il est réalisé il y a 75%, vous comprenez que le projet est suffisamment avancé. Le taux d'avancement est d'environ 65%, le taux d'avancement général de ce projet. Disons, le projet n'est pas certainement terminé, mais une des difficultés, c'est certes les pluies, et bien évidemment les difficultés liées au type de sol que connaît la ville de Douala. Et lorsqu'on parle des types de sol ici, il faudrait voir le sol suffisamment meuble, que nous connaissons bien évidemment la pluie et puis les écarts qui existent entre les zones de production. Parce que lorsqu'une zone de production est située après une Ndokouti ou bien au-delà du pont, il est assez difficile d'approvisionner le chantier avec les différents matériaux. Les clés de la lutte anticorruption sont l'amélioration des performances managériales au sein des entreprises publiques et privées. Des normes internationales en la matière ont été présentées aux opérateurs économiques à Yaoundé afin de leur permettre de bénéficier d'importants financements pour développer leur activité entrepreneuriale. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansap. La loi seule ne suffit plus à réduire à sa plus simple expression la corruption, véritable gangrène qui résiste aux réformes entreprises jusqu'ici en matière d'assainissement de la morale et de la préservation de la fortune publique. La norme ISO 37001 est le nouveau levier sur lequel il faut agir afin d'instaurer un système de management anticorruption dont la mise en œuvre devrait déboucher sur la certification des entités publiques et privées. Cette nouvelle norme donne désormais aux organisations la possibilité de se démarquer. Se démarquer comment? Être sûr que ces entreprises ont mis en place ou bien se sont engagées dans la démarche pour la lutte anticorruption. La norme internationale ISO 37001 a été publiée en 2016 pour aider les organismes à mettre en œuvre des mesures raisonnables et proportionnées afin de lutter efficacement contre la corruption. Ce n'est pas une mince affaire lorsqu'on sait que ce fléau est quasiment ancré dans les habitudes. Dans la définition qui a été celle de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, nous avons le principe précis. Et dans le principe précis, on verra au niveau de chaque secteur où est-ce qu'on a évolué et où est-ce qu'on n'a pas évolué. Et en fonction de cela, il y aura des appréciations et on pourra mettre donc un accent particulier sur des endroits où on se rend compte que la corruption est encore forte à ce niveau-là. Et alors, il faudrait mettre l'accent sur ces secteurs. À la CONAC comme à la Nord, l'on croit dur comme fer que la norme ISO 37001 n'est pas une initiative de trop et que son appropriation par les acteurs devrait améliorer la performance des entreprises publiques et privées ici représentées. Et cette reconnaissance ne sera pas virtuelle.
elle va s'accompagner par un certificat de conformité à la norme ISO 37001, exactement comme nous délivrons des certificats de conformité aux produits, tant fabriqués localement ou importés, qui sont de bonne qualité. Ainsi certifiés, les entreprises publiques et privées qui se seront mises au pas pourraient alors bénéficier de plus de visibilité et de crédibilité dans la mobilisation des ressources nécessaires au développement de leurs activités. Des défenseurs de la nature tirent la sonnette d'alarme sur les risques d'extinction des éléments. Et précisons que le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées, initiateur et soutien de cette famille dans le cadre de ce sitting, a été finalement libéré en début de soirée. L'impact socio-environnemental d'un grand barrage hydroélectrique suscite déjà les réticences des populations de Diban dans le Nyong-Ekele. Le gouverneur du centre a pu s'en rendre compte lors d'une descente d'une commission d'évaluation de mise en œuvre du barrage hydroélectrique de Grand Théouin sur le fleuve Sanaga. Les promesses du gouvernement peinent à rassurer les populations riveraines. Élisée Bogba et Gizogo. Comme Lompangar, Memvele ou encore Mekin, Diban, un arrondissement du département du Nyong-Ekele, situé à quelques kilomètres de Yaoundé, attend son barrage du Grand Théouin. Pour fixer les populations sur ce projet, le gouverneur du centre a procédé au lancement de la commission régionale de constat et d'évaluation. Cette commission est venue plutôt pour constater tout ça et rendre copie, pour permettre à ce que l'État décide en connaissance de cause. On ne peut pas ne pas faire un constat et dire qu'on va donc faire un projet. Donc c'est pour rendre le constat de notre mission. Et nous pensons que ces populations qui veulent le projet sont déjà avec nous, avec l'État, et ils attendent donc ce qui va se passer dans les prochains jours sur le terrain. L'entreprise Hydromine, maître d'ouvrage de cet investissement, souligne l'importance de ce projet pour le Cameroun et indique que les financements sont disponibles. Le projet devrait être d'un coût total de 3 milliards de dollars environ, ce qui en fait de très loin le plus gros projet de l'histoire du Cameroun. Ces 3 milliards de dollars, pour faire ça, il faut bien sûr plus qu'Hydromine. Il faut une sorte, je dirais, de club ou de partenaires. Et pour cela, Hydromine est en train de finaliser des négociations avec les plus importantes sociétés mondiales dans le domaine des barrages. Présentes en nombre, les populations de Diban soulèvent néanmoins des préoccupations relatives à la destruction des villages et aux indemnisations. Nous ne sommes pas d'accord jusqu'à présent, puisqu'on ne connaît pas réellement ce qui va se passer. On attend la vérité. On ne veut pas de promesses fallacieuses. Nous sommes... Oh là là, le développement est pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'être développé. Mais il faut quand même des garanties. Prévu pour démarrer en 2020, la construction du barrage du Grand Théouin sur le fleuve Sanaga, d'une capacité de 1800 MW, devrait contribuer à terme à combler le déficit énergétique du Cameroun. Après la série noire d'accidents mortels enregistrés sur les routes nationales au Cameroun, des conducteurs de bus sont les premières personnes placées sur le banc des accusés. Et je vous le disais en titre, ils ont décidé d'ouvrir la boîte de Pandore sur les conditions de travail dans les agences de transport interurbains. Les heures de repos ont été réduites pour privilégier la multiplication des voyages interurbains. Malgré cette augmentation de la charge de travail, les conditions salariales sont désastreuses et l'épineuse question relative à la formation en conduite automobile se pose avec acuité. Reportage Faral Bounia, Mitterrandam et Donald Anouzwa. L'utilisation abusive du personnel chauffeur par les employeurs est l'une des principales causes des accidents de la circulation enregistrés sur les axes routiers. Il y a d'abord l'utilisation abusive des chauffeurs, c'est-à-dire que le travail, au lieu de 8 heures comme prévoit le code de travail au Cameroun, on travaille plus qu'il n'en fallait. C'est-à-dire que vous trouvez un gars pratiquement en train de faire 16 heures au travail, voire 20 heures.
L'inexistence d'une sécurité sociale conséquente et la non-application de la convention collective du défend au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. En 8 ans, 66% des pachydermes ont été décimés pour nourrir un trafic illégal de l'ivoire. Le braconnage prend de l'ampleur malgré l'existence des zones protégées pour certaines espèces animales. Leur disparition entraînerait à coup sûr un dérèglement des écosystèmes dans la sous-région Afrique centrale. Séverin Tchouban et Julienne Berthe-Bissaille. Les inventaires phoniques réalisés par la World Wildlife Fund dans 4 pays d'Afrique centrale révèlent que les populations d'éléphants de forêt connaissent une baisse d'environ 66% sur 8 ans sur une superficie de près de 6 millions d'hectares. Les zones forestières du bassin du Congo, caractérisées par une biodiversité remarquable, sont affectées par des problèmes majeurs tels que le braconnage transfrontalier du Gabon vers le Cameroun, l'orpaillage illégal dans la localité de Boubandida et la transhumance entre le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad et la République démocratique du Congo. Ces inventaires, réalisés dans les aires protégées et les zones périphériques telles que les concessions forestières et zones de chasse, sont particulièrement alarmants au Cameroun, dans les localités de Dia, Odzala et Minkebe, où le nombre d'éléphants a diminué de plus de 70% en moins de 10 ans. Les responsables pensent que la tendance peut être inversée en partie si les décideurs mettent sur pied des stratégies de gestion de la faune pour lutter contre la criminalité faunique. Spécifiquement pour le Cameroun, après avoir fait les différents rapports et lorsqu'on a vu la situation alarmante, on a organisé un atelier de restitution de ces résultats à Mbalmayo où la DFAP était représentée et à partir de là, il y a eu un communiqué final qui a permis, n'est-ce pas, de mettre en place certaines dispositions pour essayer de juguler, n'est-ce pas, ce fléau. La mobilisation de tous est nécessaire, impliquant les communautés locales. Donc, dans les stratégies de conservation actuelles, il y a des communautés locales qui sont impliquées. Elles prennent une part importante. Et donc, nous y travaillons, mais le VVF seul n'est pas l'institution, n'est-ce pas, habilitée à le faire. C'est d'abord les gouvernements, comme je l'avais dit. C'est l'État de chaque pays. Vous l'avez vu, les écosystèmes restent menacés dans la sous-région Afrique centrale à cause des actions insuffisantes, mais surtout l'absence de financement conséquent. La Commission des forêts d'Afrique centrale vient de recevoir un important financement de l'Union européenne pour lutter contre le braconnage et la déforestation. La quote-part du Cameroun s'élève à 10 milliards de francs CFA. En religion, après plusieurs jours passés en Terre Sainte, en Israël, les fidèles catholiques sont venus remercier Dieu à la paroisse Saint-Jérôme ici à Douala. Et au cours de la messe d'action de grâce, l'archevêque métropolitain de Douala a interpellé les fidèles catholiques sur la nécessité de toujours prier afin de glorifier le Seigneur. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaille et Warren Zede. Une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu après 17 jours de pèlerinage en Terre Sainte. Ce voyage a fortifié ma foi, vraiment. Je pense que tout chrétien devrait faire ce voyage. J'étais très émue d'aller aux différents endroits où Jésus avait vécu. Quand on a été sur la tombe de Jésus et à l'endroit où il avait puisé de l'eau avec sa mère, nous étions très émus. Une retraite spirituelle dont le but principal était la rencontre avec le Christ. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la multiplication des accidents mortels sur la route nationale au Cameroun révèle au goût du jour la gestion calamiteuse du transport interurbain. Placés sur le banc des accusés, des chauffeurs de bus se confessent sur les conditions de travail intenables
dans les agences de voyage entre les heures insuffisantes de repos, la modicité du salaire et la formation inadéquate en conduite automobile. C'est une immersion ce soir dans l'enfer des conducteurs sur les routes accidentogènes du Cameroun. Des défenseurs de la nature tirent la sonnette d'alarme sur des menaces environnementales dont la sous-région Afrique centrale, le braconnage des éléphants et la déforestation détruisent les écosystèmes. Incapables de lutter contre ces fléaux, les pays d'Afrique centrale viennent de bénéficier d'un appui important financier de la part de l'Union européenne. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils ont fait un sitting ce matin à l'entrée du centre hospitalier universitaire de Yaoundé pour réclamer des explications sur la disparition de leur bébé Noah. Ses parents contestent toujours la version officielle sur le décès de leur enfant et l'un de leurs soutiens et initiateurs de ce sitting, Mbambok Matip, a été interpellé par la police. Des précisions avec Joël Essenge et Marcelin Gansop. Le jour s'est levé avec la présence de Noah, Bikele Thérèse et Alima Emmanuel à l'entrée du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Nous sommes là pour que vérité soit faite. On veut notre bébé. Vraiment, on veut notre bébé. Rien ne prouve que notre bébé est décédé. Bébé Noah, né à Yaoundé le 23 juin 2017, est placé dans une couveuse. Une dépouille leur a été remise il y a quelque temps. Une dépouille qui a été rejetée par la famille. Depuis lors, c'est dans le silence total, aussi bien au niveau du centre hospitalier universitaire de Yaoundé qu'au niveau des institutions judiciaires qui ont été saisies pour voir clair dans cette affaire. À la DRPJ, aujourd'hui pratiquement un mois. Les auditions ne sont pas encore finies. Alors là, la Ligue, pour accélérer le processus, a prévu ce sitting. La banderole qui a été déchirée par la police avec une brutalité que nous avons voulu résister à la banderole, elle interpellait la population camerounaise, des âmes de bonne foi, s'associer à nous pour que notre bébé nous soit remis. Bonbon Matip, qui les accompagne dans le cadre de la recherche de la vérité, aurait pu être là, malheureusement. Il a été interpellé par la police, lui qui défend les intérêts des personnes défavorisées. Noah, Bikele Thérèse et Alima Emmanuel sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils entendent poursuivre ce sitting jusqu'à ce que le bébé leur soit remis. Parce que moi je parle au CHU où j'ai remis mon bébé. Ils n'aménagent rien, ils sont gardement. Et puis voilà, nous sommes là, ma femme et moi. Mbombo, le président de la Ligue, est séquestré. Actuellement, il est en cellule. Mais nous sommes là, qu'il pleuve, qu'il neige. Autant de temps qu'on va passer là. Ici, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Joël Essenge, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Secteur des transports terrestres, clochardise de chauffeurs qui se voient rémunérés sur la base d'un contrat lyonnais. Le minimum, c'est 120. Ça veut dire que ça part de 120 000 en montant. Bon, je pense que vu les dépenses et tout ce qui se passe, bon, il se bat. Mais il faudrait d'abord qu'on améliore d'abord les conditions de route pour qu'on puisse être en sécurité. Les organisations syndicales envisagent mettre de l'ordre dans le secteur. Extrait. Je suis en train de mettre sur pied un projet, un comité qui va nous permettre de dégager bon nombre de problèmes qui minent le secteur. Donc nous allons être l'interface plein maintenant avec les travailleurs, les patrons et les différents ministères qui interviennent dans la chaîne dans le maillon du transport. En attendant la mise en place de toutes ces réformes, le chauffeur, sur instruction de son employeur, prendra toujours la route, même en état d'ébriété. Sur la route nationale numéro 3, c'est un véritable calvaire pour les transporteurs interurbains, mais aussi des automobilistes et voyageurs. Cette route
expose les Camerounais et ceux qui la fréquentent au risque élevé d'accidents mortels. Pour quelles raisons? Élément de réponse dans ce reportage de Farel Bounia, Mitterrandam et Donald Anouzoa. L'excès de vitesse est certes à l'origine des morts sur la nationale numéro 3. À cela s'ajoute l'étroitesse de cet axe routier construit il y a plus de 3 décennies. Non, la rue est très petite. La rue est petite parce qu'il y a trop de circulation sur l'axe lourd là. Les usagers relèvent aussi d'autres facteurs qui classent l'axe lourd Douala-Yaoundé au rang de grande faucheuse. On a tellement de difficultés dans la conduite. Il va falloir que tu sois vraiment patient. Je peux même employer le mot chance. Parce que parfois on roule comme ça, on ne sait pas où on va. Tu roules, tu arrives quelque part, tu tombes dans le trou. Tu roules, tu arrives quelque part, une voiture qui vient en face de toi, il se retrouve de ton côté parce que la route est glissante, la route, le goudron n'est pas normal, c'est accidenté. Le mauvais stationnement fait aussi partie des pièges répertoriés sur cet axe qui relie la capitale politique au poumon économique du pays qu'est Douala. Tu ne peux pas quitter de Douala pour Yaoundé sans trouver au moins 40 camions en panne en route. Et c'est mal stationné. Longue de 243 km, la nationale numéro 3 ploie aussi sous le coup d'un énorme trafic allant de l'intérieur du pays vers la République centrafricaine et le Tchad. Parlons toujours des infrastructures pour noter que les travaux de construction d'un pont sur le Tongo-Bassa à Aquanor affichent un taux de réalisation de 50%. Les travaux sur l'ouvrage débutés en mi-novembre 2016 pour un délai d'1 an sont réalisés déjà à 95% à ce jour. L'infrastructure a reçu la visite des autorités de la ville de Douala et du maître d'ouvrage. Le génie militaire a expliqué les spécificités de ce pont qui vont mettre un terme aux inondations à Bagna et Aquanor sur le pont, le fleuve Tongo-Bassa, un ouvrage construit déjà à environ 95% selon un pointage effectué par les autorités administratives de la ville de Douala. Et je vous propose à présent de suivre les explications du colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire. Le principal de cette descente était le coulage du tablier du pont sur le Tongo-Bassam, qui est un pont de 42 mètres, réalisé sur 26 pieux. Précisant ici que les pieux ont été fondés en moyenne à 25 mètres de profondeur. Il était question pour le délégué du gouvernement qui conduit la descente aujourd'hui de voir l'effectivité de la réalisation de ce tablier, car le coulage du tablier finira ce jour aux environs de 21 heures certainement.